Retrouvez Afro Entrepreneur dans un instant sur UN Media. Un médecin peut-il être un excellent entrepreneur ou alors un bon entrepreneur? Telle est la thématique de cette autre 52 minutes de Afro Entrepreneur sur UN Media qui reçoit aujourd'hui dans le cadre de cette production Dr Gouet. Qui est-il? Dr Gouet est le promoteur de l'entreprise J-Conseil Cameroun, qui est donc un projet humanitaire et social œuvrant pour la gestion des stratégies des problèmes de santé. Il est également le promoteur du Gala Santé Awards médical, dont la dernière édition a eu lieu le 30 juillet dernier au Palais des Congrès, au Palais des Sports à Yaoundé au Cameroun. Il est notre invité pour cette semaine, notre invité témoin. Avec lui, nous allons aborder cette thématique, une émission toute spéciale et particulière. Vous n'aurez peut-être pas la séquence. Et si cela vous arrivait, que feriez-vous? Par Raphaël Chege, qui est légèrement occupé cette semaine, mais attention, on entrera dans le jardin secret de notre invité avec la ravissante, magnifique Laetitia Tsamo, qui viendra signer la séquence jardin secret de notre invité pour connaître ce qu'il fait lors de ses multiples heures, lorsqu'il n'est pas dans ses multiples consultations ou alors son boulot. Et donc, comme je vous le disais, voilà le menu planté pour cette émission, excepté la rubrique « Et si cela vous arrivait, que feriez-vous ?» Toutes les autres rubriques vous seront servies dans cette émission. Notre invité est traumatologue et tout de suite et maintenant, après cette halte, nous allons échanger avec lui sur la première partie de cet entretien qui est à cœur ouvert. De retour sur ce plateau pour la première partie de cet entretien consacré justement à l'échange direct avec notre invité, Dr Gouet. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Romaric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Je suis ravi d'être sur le plateau de UM Media. Et dans le cadre de cette émission, je suis encore de plus en plus dans mon assiette. Vous êtes parti de Kribi pour être avec nous pour ce plateau spécial. On vous dit merci. Alors, de prime abord, quand on dit Dr Gouet, beaucoup peuvent voir la casquette de l'entrepreneur que vous êtes, puisque nous allons aborder ça tout à l'heure. Mais à la base, il faut rappeler aux téléspectateurs et aux internautes que vous êtes d'abord médecin traumatologue. Oui, je suis médecin traumatologue. J'aime le dire, je suis acteur humanitaire et social. Et je suis médecin chirurgien traumatologue. Ouais. En quoi votre travail consiste effectivement au quotidien sur ce pan essentiellement? Bon, la traumatologie, c'est généralement, on trouve la traumatologie dans la médecine de sport. Beaucoup plus pour des fractures, des chocs, des blessures, des os. Donc voilà, en gros, la traumatologie, en fait, c'est des douleurs directes. Oui, donc vous réparez les douleurs des sportifs et autres personnes. D'accord, alors comment faites-vous pour vous retrouver dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bon, le domaine de l'entrepreneuriat, je pourrais dire que c'est inné. Pour tous ceux qui font dans l'entrepreneuriat, ils peuvent bien le dire, c'est inné. L'entrepreneuriat est en nous, il vit en nous. À un moment donné, il faut juste un peu d'éveil pour que puisse éclore le génie de l'entrepreneuriat qui somnole généralement en tout un chacun. Et dans votre cas d'espèce, qu'est-ce qui vous a motivé dès le départ? Il faut que je le dise sans mettre les gants, c'est la pauvreté. Expliquez-nous cela, détaillez-nous cela. La pauvreté, pourquoi? Parce que, figurez-vous, nous sommes dans un contexte où les choses ne sont pas faciles, qu'on soit un travailleur ou pas. C'est pas assez facile de s'en sortir de nos jours au Cameroun et nous sommes en train de penser comment, au quotidien, comment s'en sortir. Et dans le cas du médecin, on dirait un médecin qui dit c'est pas facile de s'en sortir, mais j'aime généralement renvoyer tous ceux qui m'écoutent dans mes différents sorties où j'essaie de dire
allez vérifier combien gagne un médecin spécialiste ou un médecin généraliste. Généralement, quand je suis sur un plateau ou dans le cadre de mes activités, j'aime parler du personnel soignant. Oui. Je n'aime pas tellement parler du médecin parce que j'estime que le médecin ne peut pas travailler sans son infirmier ou le technicien de laboratoire, les sages-femmes et autres. C'est un corps de métier qui ne saurait être divisé. Oui. Donc, je parlerai beaucoup plus du personnel médical sur ce plateau. Alors, ce qui vous a le plus motivé à entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est la pauvreté. Je suppose que vous venez d'une famille très pauvre et que c'est cela qui vous a galvanisé. Bien entendu, je viens d'une famille très pauvre, vraiment très pauvre. Du coup, je suis, je dirais pratiquement l'une des personnes qui commence à travailler véritablement dans la famille. Oui. Du coup, toutes les charges sont sur tes épaules et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour joindre les deux bouts? Et surtout, rester un bon pratiquant de la médecine parce que si on se met tout simplement à penser comment on va faire pour s'en sortir en tant qu'un pratiquant, on devient forcément un mauvais pratiquant de la médecine parce que le patient devient ta proie, il n'est plus ton patient. Comment cela? Le patient devient la proie. Le patient devient la proie parce que tu commences à voir, du coup, le patient qui est devant toi devient celui qui doit gérer toutes tes factures. Or, le patient, en réalité, vient à l'hôpital ou va rencontrer le personnel médical pour de l'aide. J'aime rappeler une chose très primordiale. Quand je parle de la médecine, je parle toujours de la médecine comme un appareil réparateur de la santé. C'est-à-dire, on s'en va voir le médecin lorsque la santé a des problèmes. Et l'ensemble, la santé elle-même, c'est un ensemble d'éléments qui constituent le bien-être. Quelqu'un qui... un chômeur, c'est quelqu'un qui n'est pas en santé, sauf qu'il ne fait pas encore la maladie. Un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un enfant malade, sauf qu'il ne fait pas encore la maladie. Donc la médecine intervient dans le cas où on commence à faire la maladie, alors on s'en va réparer sa santé. Donc la médecine ne saurait être comme quelque chose qui devrait être un mythe ou un secret. Non, la santé avant tout. Alors c'est pour cela que après ma formation, j'ai commencé à voir des manquements. Je me suis dit, il faut que je me lance d'abord en santé publique, parce que c'est la santé publique qui m'amène en entrepreneuriat. Parce que dans la santé publique, on rencontre toutes les couches de société, on est sur le terrain, on n'est plus dans nos bureaux avec des blouses pour recevoir 1, 2, 3 malades, parce que la médecine est clinique. Tu es à l'hôpital. Or, la santé public, on descend sur le terrain, on rencontre des populations, c'est des multiples échanges qui vous amènent à comprendre quels sont les problèmes réels de santé. Alors, justement, vous êtes le promoteur de l'entreprise J Conseil Cameroun. J Conseil, je suppose que c'est Gouet Conseil Cameroun. Bon, J Conseil Cameroun, ça tire un peu à ça, mais c'est groupe. C'est Groupe Conseil Cameroun. C'est Groupe Conseil Cameroun. Ce qui est un projet humanitaire et social œuvrant pour la gestion stratégique des problèmes de santé. De manière claire et de manière très explicite, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous faisons, tout simplement, sans passer de midi à 14 heures, nous passons toutes nos journées à réfléchir comment apporter des solutions de santé. C'est-à-dire, nous estimons qu'il faut apporter de l'aide à l'État. Dans tous les pays du monde, les entrepreneurs sont chargés de soutenir l'État, d'accompagner l'État, d'assister l'État. Mais nous pensons chez nous, au Cameroun, en Afrique en général même, que l'État devrait tout faire. Nous, on s'est dit, l'État ne peut pas tout faire. Il faut des gens qui sont assis quelque part, en train de penser, en train de réfléchir comment résoudre X ou Y problème de santé. Donc, voilà pourquoi nous parlons de la gestion stratégique des problèmes de santé. Et je souligne que c'est un projet qui est partenaire du ministère de la Santé depuis 2017. Ça veut dire quoi concrètement, partenaire du ministère de la Santé? Ça veut dire que c'est un projet qui est agréé par le ministère de la Santé. Vous émettez des prestations au ministère de la Santé aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Allant dans quel sens?
Alors, dans le sens d'apporter, de donner des propositions Oui. dans la gestion stratégique des problèmes de santé au ministère de la Santé. Déjà, c'est un ministère, beaucoup ne le savent pas, qui accueille beaucoup, et ils s'écoutent. Ils lisent tout ce qu'on peut écrire au ministère, ils lisent et ils prennent en compte certains des propositions que nous apportons. Et aujourd'hui, dans le cadre de votre expansion et du développement de vos activités, alors, quand je pose la thématique de cette émission, un médecin peut-il être un bon entrepreneur? Vous qui êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat médical, si on peut le dire comme ça aujourd'hui, d'où prenez-vous tout votre temps pour pouvoir entreprendre? On sait que l'entrepreneuriat demande énormément sur le plan de l'énergie. On sait également que ça demande beaucoup de concentration. Il faut rechercher des partenaires avec lesquels travailler. Il faut mettre sur pied des équipes qu'il faut conduire, il faut coacher, il faut entraîner, il faut mener un certain leadership. Et vous, dans l'exercice de votre métier en tant que médecin traumatologue, comment réussissez-vous à être un bon entrepreneur avec tout cela? Ok. C'est une très belle question. Merci. Pour être un bon entrepreneur en tant que personnel soignant, comme je vous l'ai dit, je resterai beaucoup plus la casquette personnel soignant pour amener d'autres à pouvoir s'intéresser à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat pour le personnel soignant devrait être l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire qu'il doit être, lorsqu'il conçoit son entreprise, il doit penser aux malades. Oui. Comment apporter des solutions aux malades? Comment aider le malade? J'aime bien le dire, le métier de la médecine, lorsque ça arrive au Cameroun, que je connais un peu plus que les autres pays d'Afrique, je crois que ce métier rentre au Cameroun par le biais des colons, c'est-à-dire l'armée qui devrait soigner les soldats blessés, d'où vient le mot de médecin-chef en réalité, et le clergé, l'église qui aidait la population. Oui. Voilà, c'était exactement ça, la venue de la médecine. Donc la médecine est venue dans le but d'aider. Oui. En Afrique, la médecine n'est pas considérée comme un métier. Il faudrait bien que les gens le sachent bien. Pourquoi ce n'est pas considéré comme un métier? Parce qu'à la base, la médecine est venue pour aider. Oui. Je vous ai dit que c'est un appareil réparateur de la santé. Tout à fait. Ce qui voudrait dire que la santé existe avant la médecine. Avant que la médecine n'arrive en Afrique ou au Cameroun, les gens se soignaient. Oui. Les gens étaient en santé. Hein? Mais la médecine est un appareil réparateur. Ce qui voudrait dire que la médecine n'est pas la pièce maîtresse de la santé. Il faut bien qu'on le sache. Donc, une fois, quand la médecine arrivait, la médecine venait dans le but d'aider des gens à maintenir leur santé. Et le colon a laissé ça, l'armée française qui nous dirigeait à l'époque a laissé tout ça. Le gouvernement a maintenu cette façon de penser que la médecine est faite pour aider. C'est pour ça que lorsque l'État forme un médecin ou une infirmière et autres, c'est d'abord pour soigner le gendarme, le magistrat, la ménagère, c'est pour soigner, c'est pour aider la population. Ça n'a jamais été dans le but de se faire de l'argent. C'est pour cela que c'est l'État, généralement, qui forme le personnel soignant. Oui. Et je souligne que pour ma petite étude, je crois que l'État dépense entre 25 millions pour la formation d'un médecin généraliste, voire 35 millions pour un spécialiste. Donc l'État investit pour former le personnel soignant afin d'aider les populations. Juste que l'État ne peut pas se permettre de dire clairement que la médecine c'est du volontariat, mais c'est du volontariat, du bénévolat. Alors, du coup, je me sentais en difficulté chaque fois. Comment est-ce que je peux aider les gens et pourtant moi-même je suis dans le besoin? Oui. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui souffre d'une pathologie que je viens de laisser chez moi. Oui. J'ai laissé ma mère, mon frère, ma soeur avec la même maladie. Il lui faut le même médicament que je suis en train de prescrire. Et parfois, on peut demander 7 paquets. Tu prends les 7 paquets à la fois.
Donc toi, tu as l'argent pour payer. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer. Ma famille est en train de souffrir. Du coup, je commence à réfléchir. Je ne suis plus en train de t'aider en ce moment. Tu commences à être devant moi comme un client. Je commence à avoir des stratégies, développer des stratégies. Comment faire pour prendre de l'argent dans ta poche et rentrer aussi soigner des gens qui sont chez moi. Parce que tout le monde voudrait être équilibré et heureux. Alors, l'entrepreneuriat pour le personnel soignant, oui, c'est quelque chose de formidable. C'est la seule chose qui pourrait rendre le personnel soignant équilibré, épanoui. Indépendant aussi. C'est la seule chose qui lui permet d'aider son patient. De ne plus prendre son patient comme un client, comme une vache à lait, mais de prendre un patient comme quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est le cas d'espèce avec vous aujourd'hui. Vous êtes totalement épanoui. Je me sens épanoui par rapport aux années antérieures. Je me sens assez épanoui dans mon métier. Et que faites-vous donc de vos heures de travaux en tant que médecin traumatologue? Non, tout est organisé. L'avantage, c'est pour cela que j'invite le personnel médical à se faire former. J'aimerais retrouver un jour une sage-femme couturière, un médecin journaliste, une technicienne de laboratoire peut-être enseignante. Donc, il faut aujourd'hui que le personnel médical complète leur formation en faisant d'autres métiers supplémentaires. Pourquoi? Parce que c'est assez bien organisé ce métier. Lorsque vous êtes de garde, je crois qu'après vos heures de garde, si vous avez fait 2 jours à l'hôpital, vous avez parfois 2 jours de repos. Pendant ces 2 jours, vous pouvez les capitaliser en faisant autre chose. Et si vous avez 2-3 activités qui vous donnent de quoi vivre, je vous assure, vous ne verrez plus le patient comme une proie. Mais comment trouvez-vous cet autre type d'entrepreneuriat mené par certains médecins dans les hôpitaux? Parce qu'il existe, d'après nos recherches, des médecins qui sont en accord avec certaines pharmacies ou alors avec certains espaces publics ou laboratoires. Quand vous venez de rencontrer à son bureau, il vous envoie vers ce laboratoire et à partir de là, quand on sait que c'est lui qui vous a envoyé, il gagne un pourcentage sur ce que vous venez effectivement donner. Est-ce que c'est un type d'entrepreneuriat ou c'est purement de l'arnaque? C'est purement et simplement de l'arnaque. C'est purement et simplement de l'arnaque. C'est des choses que je condamne avec fermeté. Où j'estime que, vraiment, j'estime que c'est grave d'utiliser la faiblesse d'une personne pour se faire de l'argent. Parce que lorsque le malade vient à l'hôpital, il est faible, il est anéanti par la maladie, par la souffrance. La seule chose qu'il a besoin, c'est l'aide. Par contre, lorsqu'il vient pour l'aide, il constate plutôt qu'il a en face un businessman. Oui. Et ça devient compliqué pour... C'est la raison pour laquelle je pose la question, un médecin peut-il être un bon entrepreneur avec cet état d'esprit? Oui, il peut être un bon entrepreneur si l'entrepreneuriat qu'il fait est dans le but d'aider. Oui. Tant que c'est dans le but d'aider. G-Conseil Cameroun, c'est un projet humanitaire et social qui œuvre pour la gestion stratégique des problèmes de santé. Oui. Et G-Conseil Cameroun organise des campagnes de santé gratuites sur toute l'étendue du territoire où on offre des soins en gynécologie, ophtalmologie, soins dentaires, médecine générale, chirurgie. Et nous organisons également le Gala Santé Award Médical, qui est un événement qui consiste à valoriser, à galvaniser, à motiver le personnel médical dans leur métier. Oui. Alors, si nous arrivons à le faire aujourd'hui, c'est parce que nous avons d'autres sources de revenus et nous commençons à penser qu'il faut aider les autres. Nous ne sommes plus à G-Conseil Cameroun dans une logique où on pense que le malade est quelqu'un qui devait venir nous enrichir ou nous apporter de quoi manger. Et dans ce cas, d'où viennent vos fonds? Des ONG, des partenaires et autres? Chaque fois qu'on s'occupe de l'humain, ça je vais vous le dire de façon sincère, chaque fois qu'on s'occupe de l'humain, on a des fonds. Des fonds naissent tout seuls. La première chose qu'il faudrait penser, c'est l'humain. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, oui,
Je vous donne un exemple tout simplement. Si vous voulez ouvrir une boulangerie et que vous avez pensé à satisfaire la population, à résoudre un problème, cette boulangerie aura des clients. Mais si a priori vous avez pensé vous faire de l'argent, vous aurez forcément des prix qui ne correspondent pas forcément à la population, ou il y aura quelque chose qui va vous empêcher d'exceller comme quelqu'un qui a d'abord pensé à aider. Nous pensons d'abord à comment sauver les vies. Oui. Et de ce fait, il y a des organismes, il y a des ONG qui s'intéressent à la chose. Ils voient comment nous menons nos activités au quotidien. Et le ministère aussi qui commence à s'intéresser parce qu'ils se disent que, bon, tiens, voilà, des gens qui sont venus nous aider, qui viennent nous apporter un soulagement. Parce qu'une idée, je vous assure, une idée que vous avez couchée sur le papier, que vous avez envoyée au ministère, vous avez l'impression que c'est rien du tout. Mais quelqu'un de posé qui aura lu ce que vous avez écrit peut se dire, mais tiens, on peut exploiter ça pour faire quelque chose. Et c'est exactement ce que nous faisons depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Alors, le Gala Santé Awards que vous avez récemment organisé le 30 juillet dernier au Palais des Sports de Yaoundé, c'est un événement qui consiste à la base à valoriser le personnel médical qui travaille. J'espère que c'est bien ça si je ne me suis pas Tout à fait. Alors, d'où vient l'idée d'un tel projet? Et pourquoi le mettre sur pied avec autant d'emphase? Que recherchez-vous en finalité? Premièrement, lorsqu'on avait commencé, le G-Conseil Cameroun travaille sur 3 éléments, Oui. pour mieux vous répondre: l'écoute, le conseil et l'orientation. Et chaque élément a un domaine précis. L'écoute, nous avons nos plateformes de conseil et d'orientation via Facebook, WhatsApp. Et au niveau de l'orientation, nous orientons des malades qui écrivent ou qui appellent directement vers des solutions efficaces. Je prends un exemple tout simplement à Yaoundé que je connais bien. Vous voyez quelqu'un qui habite le quartier Nsam à Yaoundé. D'accord. Oui. On va continuer de parler de cette, on va continuer de parler de cette question en troisième partie d'émission, parce qu'il est le temps pour nous de prendre Laetitia Tsamo dans la séquence Jardin secret, pour essayer de comprendre ce que vous faites en dehors de vos multiples heures de travaux, et effectivement connaître votre petite vie en dehors du boulot. Si vous voulez bien, on marque une pause tout de suite et maintenant pour accueillir Laetitia Tsamo dans le Jardin secret. Elle nous a rejoint sur le plateau, Laetitia Tsamo. Bonjour Laetitia. Bonsoir Romaric. Merci d'être là. Je vous en prie. Bonsoir à l'invité. Bonsoir. Dr Gouet. Oui, Dr Gouet, bienvenue. Merci, Laetitia. Alors, Dr Gouet, décrivez-nous votre cursus scolaire. Bon, mon cursus scolaire, déjà l'école primaire dans mon village, parce que je fais l'école primaire au village. L'école primaire au village, le secondaire, une partie ici à Douala, et à Yaoundé, puis l'université à Yaoundé, puis le Sénégal, puis je suis revenu. Docteur Gouet, c'est de quel, enfin, je vais dire le nom Gouet, c'est de quelle tribu déjà? Gouet, c'est dans l'Oignon Ekele, je suis Bassa. Ah, d'accord. Et quel a été le moment le plus difficile dans votre éducation? Parce qu'au début de cette émission, j'ai ouï dire que, enfin, j'ai entendu dans vos propos comme quoi vous avez eu une enfance très difficile. Vous avez grandi dans un environnement très pauvre et tout. Parlons-en. Déjà, je vous le dirais, je dirais quelque chose de pertinent une autre fois, mais lorsque un enfant intelligent fait le tour de 2-3 villes, dans tout mon cursus, j'ai habité, je crois, dans 6 maisons, donc il fallait faire le tour des tantes, des oncles et autres. Chacun devrait prendre
à son tour de payer la pension, de m'accompagner dans le cadre de mes études parce que je suis un enfant, je dirais un orphelin. Donc du coup, ça n'a pas été facile pour moi. D'accord. Est-ce que votre métier d'aujourd'hui, c'est dû à ce que vous avez eu à vivre dans votre famille? Est-ce que dans votre famille, il y a eu des cas qui aujourd'hui vous a amené à être traumatologue ou alors c'est dû à une autre histoire? Oui, ma mère, elle est vivante encore, elle est régulièrement très malade. Ma mère n'a pas... je ne sais pas si ma mère a connu le bonheur, mais le bonheur, c'est généralement en soi. Donc, c'est elle qui peut décrire exactement. Mais j'ai vu difficilement ma mère jusqu'à mon âge être contente au point où d'exprimer véritablement sa joie. Parce qu'elle était régulièrement malade. Je crois que quand ma mère avait atteint ses 30 ans, jusqu'à nos jours, elle n'a jamais eu une santé parfaite. Donc, du coup, je pensais à être d'abord médecin pour l'aider, d'abord pour diminuer ses souffrances. Et traumatologue, maintenant, c'est l'amour du sport et je suis un passionné du bloc. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes marié. Oui. Comment est-ce que vous parvenez à concilier votre vie professionnelle de votre vie personnelle? Ah bon, ok, si j'ai un conseil à donner, je profite pour donner un conseil. D'accord. Il est bon de se marier par métier. Ma femme, elle est personnelle soignante. Ok. Donc, du coup, on s'entend facilement. On a les mêmes débats à la maison, à l'hôpital et autres. On se partage les patients. C'est une bonne ambiance à la maison. Oui, mais en dehors de toutes les journées, comment est-ce que les patients ils vous ont cassé la tête? Mais l'épanouissement dans le couple, comment ça se passe? Comment est-ce que vous contribuez véritablement à l'épanouissement dans votre couple? Déjà, c'est une famille très chrétienne. D'accord. Donc, nous sommes très engagés à l'église. Je chante, je danse beaucoup à la chorale. Elle également. Donc, on se sent vraiment épanoui, que ce soit à l'église, à la maison, des petites balades. En fait, c'est la complicité, c'est l'amitié entre elle et moi. Hein. Ah, c'est super. Mais j'aimerais poser la question de savoir si la vie de célibataire, est-ce que ça ne vous manquerait pas souvent? Peut-être avant de vous être marié, vous vivez votre vie vraiment solo? Je crois que je me serais marié à 10 ans. Ah Si bon? j'avais eu l'occasion de me marier, je me serais marié à 10 ans parce que j'ai croisé ma mère, mon complice, mon ami. Elle est beaucoup pour moi. Wow. Vous comprenez un peu parce que quelqu'un qui a vécu cette enfance que je viens de décrire, c'est-à-dire que la seule chose qui te manque le plus, c'est l'amour. C'est pour cela que c'est pour ça que je donne l'amour aujourd'hui. La seule chose qui te manque, c'est l'amour. Et il fallait... Et lorsque je l'ai croisé, j'ai pu trouver l'amour. J'ai trouvé quelqu'un qui me soutient, qui m'accompagne et autres. Je suis convaincu qu'elle est présente ici, elle est en train d'écouter cette émission, elle est avec nous, elle vit... Je crois que je vis en elle et elle vit en moi. Waouh. C'est très fort. L'occasion pour vous de lui faire passer un message, en fait. Donc, j'aimerais que vous regardiez la caméra et puis vous vous exprimez parce que en me regardant, moi, j'aimerais que cette caméra, votre caméra, et puis vous lui passiez ce message-là. Bon, elle et moi, lorsqu'on cause et que nous sommes contents, on s'appelle souvent one-to-one. Mon one-to-one, alors je te passe un bonsoir. Allez, coucou, ciao, bisous, bisous. Je t'aime. Super. Alors, docteur Ngouet, je suppose que vous lisez beaucoup. Oui. Le dernier livre que vous avez lu, c'était lequel? Ok, le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre qui a connu beaucoup de problèmes parce que l'auteur, je ne sais pas s'il est victime ou je ne sais pas ce que, mais il a une affaire pendant au tribunal. C'est le livre Debout de Martin Kamenem. Ah, moi, ce livre m'a inspiré. Je ne voudrais pas rentrer dans des histoires personnelles, mais je conseille à plusieurs personnes de lire ce livre parce que je m'occupe des handicapés, je m'occupe
des blessures de sport. Et surmonter une fracture, c'est pas facile. Ouais. Alors là, lui, il a surmonté une fracture. Non seulement il était handicapé, et il a une autre fracture dans sa vie qu'il a pu surmonter les deux. Non, j'étais tenu de lire ce livre et de comprendre qu'est-ce qui peut motiver un homme pareil. Super. Maintenant, vous personnellement, en dehors des activités que vous avez avec votre femme, vous personnellement, quelles sont les activités que vous pratiquez régulièrement? Oh, un peu de sport. Un peu de sport, je n'en fais plus trop, mais un peu de sport. La chorale, j'aime bien chanter. Je vous ai dit au départ que j'aime chanter à la chorale. J'aime l'église. L'église. Tout se résume à... Oui, tout se résume à le sport, qui est un peu, rarement quelques amis, mais l'église est l'unique endroit où je me sens de plus en plus épanoui. Bien sûr, il faut avoir la foi, c'est Ouais. normal. Il Allez, n'y a merci. pas de séance sans la foi. Ça, c'est ce que je dis au personnel soignant. Il n'y a pas de séance sans la foi. Oui, ça c'est certain. Merci, Dr Couette, de vous être prêté à cette rubrique. C'est moi qui dis merci à Laetitia. Je vous en prie. Merci infiniment, Letty. Ça m'a permis, moi, de comprendre que notre invité vit en son épouse et son épouse vit en lui. Ouais, ça. C'est magnifique. Une telle déclaration venant d'un homme, on ne voit pas ça tous les jours, puisqu'il y en a qui passent sur ce plateau. Quand tu leur poses des questions sur leur épouse et ce qu'ils pensent de leur vie de couple, c'est indiscret, c'est assez violent. Je propose qu'on marque une pause pour prendre notre coach Tête Nguelemo dans la séquence Instant Motivation. On mesure la qualité de la communication en regardant le feedback que la personne avec qui vous êtes en train de parler a donné. Donc, si vous êtes incapable de répondre à une question que votre épouse ou votre époux vous a posée, vous étiez ailleurs, peut-être vous étiez avec le téléphone. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie assez d'énergie positive pour vous booster afin de traverser vos challenges quotidiens. Et rappelez-vous toujours, chaque challenge de votre vie est là pour vous construire et vous faire passer à un autre niveau. Alors les amis, accrochez-vous bien, très fort. Aujourd'hui, on va parler de communication dans un couple. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui ont des difficultés dans le couple parce qu'elles sont incapables de communiquer. Parce qu'on ne peut ne pas communiquer. Et si vous ne communiquez pas bien, il y aura toujours des problèmes. Certes, il y en a des problèmes, mais il y en aura plus. Parce que il est inadmissible que vous êtes en train de parler avec votre partenaire, mais vous n'êtes pas présent. Parce qu'on mesure la qualité de la communication en regardant le feedback que la personne avec qui vous êtes en train de parler a donné. Donc, si vous êtes incapable de répondre à une question que votre épouse ou votre époux vous a posée, vous étiez ailleurs, peut-être vous étiez avec le téléphone, comme il y a tellement de choses qui distraient aujourd'hui, on est incapable de se concentrer 5 minutes ou 15 minutes pour quelque chose qui est très important pour notre vie, on est ailleurs. Alors, je vais vous donner aujourd'hui quelques techniques qui vont vous permettre d'améliorer la communication dans votre couple ou avec les enfants ou avec vos partenaires. La première chose à faire, soyez attentif. Soyez présent. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un parle, prenez la peine d'écouter attentivement. Éliminez toutes les distractions. Mettez votre téléphone à côté ou arrêtez tout appareil autour de vous. Concentrez-vous sur le message que la personne est en train de vous donner. Et là, quand vous êtes concentré, ça développe en vous votre capacité de reformulation.
Si votre femme vous dit par exemple, oui, hier, je suis allé faire des achats et après, je n'avais pas assez d'argent pour finaliser l'autre achat que tu m'as demandé de faire parce que, et à la fin, elle dit, il ne sait pas comment on va faire. Et vous dites, faire quoi? Ça va pas là. Ça va pas parce que vous n'avez pas compris. Contrairement, si vous étiez présent, vous lui dit, ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu allais faire des achats et tout, et tout, et tout. Bon, au final, c'est pas si grave que ça. On peut remettre ça la prochaine fois. Et votre épouse, hein, elle se sent plus à l'aise, elle se sent plus valorisée. Vous voyez? Donc, il est très important d'écouter, de bien reformuler et de donner votre avis. C'est très, très important. La deuxième chose à faire, si vous n'avez pas compris exactement ce que votre partenaire a dit, alors prenez la peine de lui dire « Excuse-moi, je suis désolé, je n'ai pas tout saisi ce que tu disais. Est-ce que tu peux répéter ?» Avec cet air, voilà, avec un peu d'amour, vous voyez, parce que pas trop de violence, vous voyez, c'est important d'avoir ce feeling-là, ça facilite un peu les choses et ça donne plus de tonus hein, à la relation. Alors votre épouse va prendre ça et puis elle va répéter et puis vous repartez à la technique numéro 1, écoutez et reformuler. Elle dit ces deux techniques vont vous permettre d'être présent et de mieux gérer les communications, de mieux écouter ce qu'on vous demande en fonction de la situation et de donner votre avis. Mon nom c'est Ted Nguelemo de la série Vie en pleine confiance. Je vous adore, prenez soin de vous et osez vivre la vie qui vous inspire. Ciao, ciao pour la prochaine capsule. Pour la dernière partie de cette émission, Dr Gouet, alors, avant de boucler la première partie, nous étions en train de parler du gala et vous étiez en train de nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à mettre sur pied ce gala. Aujourd'hui, comment comptez-vous améliorer ce projet? Qu'est-ce que vous voulez en faire véritablement? Déjà, comme je l'expliquais au départ, que j'ai conseillé Cameroun, c'est un ensemble de tout ce qui concerne la santé. Le gala, lui, naît comment? Le gala naît parce que chaque fois qu'on allait faire des campagnes de santé dans des zones un peu reculées et qu'on revenait à la base à Yaoundé, que moi-même, je prenais le téléphone ou mes collaborateurs pour appeler et prendre des nouvelles du malade. Et il y a des malades qui disaient, non, docteur, je suis à 2 jours sans pansement. Vous m'aurez laissé avec cette hernie. Vraiment, maintenant, là, je souffre. Je ne sais pas si le fait qu'il y a une infection. Et c'était tout le temps ça. Parfois, je me retrouvais en train de repartir dans une zone. Tu quittes une zone, je prends un exemple, tu quittes une zone comme Nanga et beaucoup, ou Mora à l'extrême nord. Oui, oui. Et un malade se met à t'accuser, il dit, mais vraiment, je suis mal, vous m'aurez dû laisser, je pouvais mourir comme ça là, mais là, je souffre davantage. Ce qu'il dit, tu n'entends même pas, mais tu peux quand même comprendre qu'il a très mal en ce moment. Oui. Et puis, tu essayes d'appeler des collègues là-bas, parce que tout ce que nous organisons, c'est dans des structures de santé. Et tu essaies d'appeler, tu vois le laxisme et le désengagement et autres. On a commencé donc à se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Et on a compris que le personnel soignant était un corps de métier déjà désengagé, stigmatisé, frustré. Démotivé. Pour 2 raisons. Premièrement, eux-mêmes, ils n'ont pas compris pourquoi ils se sont retrouvés dans le métier des soignants. Eux-mêmes n'ont pas compris. Parce que nos pères fondateurs, ceux qui nous ont formés, ne nous ont pas dit pourquoi. Et je crois qu'eux-mêmes ne savaient même pas comment ils se sont retrouvés là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir beaucoup d'audace et de courage pour dire ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils se sont retrouvés là-bas comme ça. Ils ne savent pas comment ils ont fait pour se retrouver. Ils ne savaient pas qu'ils partaient aider les gens. Si on les avait dit au départ, je le dis, et je profite de l'occasion pour parler à vos téléspectateurs, ceux qui veulent être soignants, vous allez aider. Vous ne partez pas pour avoir de l'argent. L'argent peut vous suivre, car pour moi, l'argent est une conséquence du bon travail. Travailler, aider la population, c'est ce qui peut vous apporter un peu d'argent. Alors,
le personnel étant donc démotivé, l'État qui n'encourage pas, Oui. ça crée forcément la mauvaise prise en charge que nous voyons dans les services de santé. Aujourd'hui, on se plaint de la mauvaise prise en charge, des diagnostics qui sont mal posés. On ne se pose pas la question, mais d'où est-ce que ça vient? C'est que les gars sont démotivés. Je vous ai parlé, tout le monde le sait, qu'ils ne sont pas bien payés. Même le recrutement est compliqué. Le recrutement est compliqué, tout est difficile dans ce métier. Alors, nous, on s'est dit, on ne va pas se jeter dans un combat d'augmentation de salaire, c'est peine perdue. Il ne faut pas... rêver. Non, il ne faut pas rêver, il ne faut pas demander, il ne faut pas aller chercher le nombril du pape. On s'est dit, il faut faire quelque chose qui est à notre niveau pour aider l'État, parce que l'État a aussi besoin d'aide. Je vous ai dit au départ. Alors, on a réfléchi, on s'est dit, il faut créer un événement qui va motiver le personnel, qui va permettre au personnel de se sentir bien. Combien de fois est-ce qu'on a parlé d'un médecin qui a bien fait son travail, qui s'est levé à 2h, 3h du matin pour sauver une vie? Est-ce que vous pouvez imaginer les pratiques que les sages-femmes font dans des maternités pour vous remettre votre bébé? Quand le bébé sort, je vous assure, c'est quelque chose d'effrayant. Faites une enquête un jour avec votre caméra, vous n'allez pas supporter. Mais elle gère ça. Parfois, le bébé sort, il est étranglé, il est étouffé. Il faut voir comment elle réanime ce bébé. Elle fait du bouche à bouche parfois à un nouveau-né. Le docteur Éloge, cardiologue, celui qui nous a sorti le cure, disait l'autre jour que sa plus grande satisfaction, c'est lorsqu'il il a pu sauver une femme parce qu'il n'y avait pas de capteur d'oxygène. Donc, il a dû faire un bouche à bouche à cette femme et il a sauvé cette jeune fille de 16 ans. Hein? Et après, comme récompense, il a eu une infection pulmonaire. Aïe. En sauvant la vie. Nous exposons nos vies tous les jours. Oui. Et aujourd'hui, on se dit que c'est la pandémie, on parle uniquement de la pandémie. Non, c'est depuis longtemps. Celui-là, il l'a fait il y a peut-être 10 ans. Et il s'est retrouvé avec une infection. Donc, l'événement est uniquement pour motiver, galvaniser, présenter au Cameroun et au monde entier ceux-là qui se démarquent, qui travaillent bien, qui travaillent et qui ont bien. besoin d'encouragement. Et qui ont besoin d'encouragement. Et aujourd'hui, dans votre élan, vous êtes, puisqu'on est dans la séquence perspective, vous êtes dans une logique où vous voulez tendre votre projet avec la création d'un gigantesque centre qui sera consacré à quoi? Oui, c'est le centre de gestion des catastrophes et des épidémies. C'est un projet de près de 3000 d'hospitalisation, des 24 blocs opératoires, une bibliothèque. C'est un très grand projet parce que nous sommes dit... Le projet, lui, il est né en 2016. Hein, oui. On a commencé à travailler sur ce projet. Longtemps avant les catastrophes des ECA, avant la pandémie. Si on était une grosse firme, la pandémie aurait trouvé qu'on a au Cameroun un centre de gestion des catastrophes et des épidémies digne de ce nom, capable d'accueillir cette pandémie. Au lieu d'aller construire des trucs au stade, un peu de partout, on aurait réalisé ça. Oui. Parce que c'est depuis un bon bout de temps que je propose ça. Mais aujourd'hui, ça commence à prendre corps. On a la maquette, on a tout. On est en train de chercher de nos jours des partenaires pour démarrer réellement le projet. C'est pour ça que vous avez dit, Conseil Cameroun va en 3 étapes. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Dr Gouette. C'est ici qu'on va mettre un terme à cette émission en vous disant merci infiniment pour tous les projets que vous déroulez. Et notre souhait le plus imminent et le plus important, c'est que le projet de la construction de ce centre soit une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retours, des gens qui vous appellent pour déjà peut-être investir dans la mise sur pied de ce type de projet? Est-ce que l'État vous encourage dans vos initiatives? Comment ça se passe? Progressivement, on est en train on y arrive progressivement parce que c'est 3 étapes. Première étape, on s'occupe d'abord des patients, des malades, en offrant des campagnes de santé gratuites, ce que nous faisons depuis longtemps sur tout l'étendue du territoire. Oui. Et en deuxième étape, nous nous occupons du personnel, en les offrant le gala pour récompenser leurs efforts, en fait, pour les encourager. Et en 3e étape, nous avons le centre de gestion des catastrophes et des épidémies. Donc, le soutien commence à se sentir progressivement.
Aujourd'hui, quand on part faire des campagnes de santé, on reçoit quelques dons, quelques paquets de médicaments que certains pharmaciens nous offrent. Et donc, c'est progressif. Par exemple, pour le gala santé, on n'a pas encore de partenaire, on n'a pas encore d'appui, mais nous le faisons depuis 2 ans. On se saigne, on souffre comme on peut pour donner du sourire à ceux-là. Qu'on ne parle qu'en termes de scandale, parce que chaque fois qu'on évoque le personnel soignant, c'est en termes de scandale, on oublie que c'est des gens qui sont avec nous au quotidien et qu'il faut encourager, motiver pour que la prise en charge puisse être meilleure. Et même pour regagner leur côté humain Tout et à fait. social. Merci beaucoup, Dr Gouet. Je rappelle à nos internautes et téléspectateurs que vous êtes le promoteur de J-Conseil Cameroun, qui est un projet humanitaire et social œuvrant pour la gestion stratégique des problèmes de santé. Et je rappelle également que vous êtes le promoteur du Gala Santé Awards Medical, dont la dernière édition a eu lieu le 30 juillet dernier au Palais des Sports de Yaoundé. Je rappelle aussi que vous êtes traumatologue et que vous exercez votre métier avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Merci Laetitia Tsamou. Merci Romaric. Merci à Cédric Kiené qui a chapeauté l'équipe technique. Merci également à Fan Noubossi, à toutes les équipes du N-Media qui ont travaillé autour de cette émission. Ne manquez pas, continuez de rester abonnés sur ce média et attention, n'oubliez surtout pas le projet investisseur. Investissez à UN Media. Venez y mettre également du vôtre pour permettre à cette télévision axée sur le développement, la motivation et l'entrepreneuriat de pouvoir offrir à l'Afrique et à ce continent tout ce qu'il y a de meilleur en matière de télévision et en matière de contenu pour booster et faire sortir au milieu du peuple africain les véritables leaders de demain. Investissez, c'est très simple. Vous appelez simplement au contact qui s'affiche en ce moment au bas du petit écran et l'équipe de UN Media se charge de vous donner toutes les modalités ainsi que notre localisation pour nous joindre et venir dans nos espaces pour que nous discutions avec vous. Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et interagissez avec nous également par email. Vous pouvez nous écrire, nous sommes ouverts 24/7. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir et la même satisfaction. À très vite. Vous avez regardé Afro Entrepreneur sur UN Media Télévision.